Et maintenant, on a Vincent Pierret, qui est responsable du bureau d'études Terra Énergie, qui est installé dans les Vosges et qui nous fait une présentation de divers projets du Toit Vosgien. Merci. Je regarde l'heure. Ouais, j'ai moins dérapé que tout à l'heure. Donc, toute la salle est en attente de retour d'expérience à Gérardmer et à Raon-l'Étape, donc sur des rénovations pour le bailleur social privé, le Toit Vosgien, donc dans les Vosges. Et puis aussi une conclusion par rapport à l'usage d'autres isolants, notamment l'isolant en paille. Voilà, on te laisse la parole. Donc, tu as une vingtaine de minutes de présentation. Ok, très bien. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Vincent Pierret, bureau d'études Terra Énergie dans les Vosges. Terra Énergie existe depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. Bureau d'études thermiques, fluides, matériaux, et qui a toujours travaillé donc sur des projets qui ont les caractéristiques, si possible en même temps, de bâtiments très performants, donc bien meilleurs que la réglementation, tendant vers le bâtiment passif. Matériaux biosourcés en termes de structure et d'enveloppe quand c'est du neuf, et d'enveloppe plutôt pour la rénovation, et énergie renouvelable. Voilà. Donc partant de là, on travaille avec le Toit Vosgien quasiment depuis le début. Donc le Toit Vosgien, petit bailleur social de la région de Saint-Dié dans les Vosges, qui a environ 2500 logements, qui a un petit bailleur historique, c'est-à-dire qu'il a été créé en fait après la Seconde Guerre mondiale pour accélérer la reconstruction des logements dans la région suite aux destructions très importantes de la Seconde Guerre mondiale. Et il a eu la particularité de toujours de vouloir toujours bien construire. Alors, je dis pas que les autres veulent mal construire, hein, mais en tout cas, eux, c'était assez affirmé dans une démarche patrimoniale, avec une vision toujours relativement long terme. Et donc, on a commencé à travailler avec eux à partir de 2006, 2007, donc vraiment au tout début de Terra Énergie, sur des projets d'abord de bâtiments neufs, donc des bâtiments passifs, des bâtiments biosourcés, isolés en paille, isolés en cellulose. Donc voilà, on a fait un certain nombre d'opérations, 5 ou 6 opérations, de quelques logements jusqu'à 26-27 logements, en bâtiment donc très performant, passif certifié. Et à partir de 2014-2015, donc on va dire avec une petite dizaine d'années de retour d'expérience sur les bâtiments passifs en matériaux biosourcés, donc bois, matériaux biosourcés, énergie renouvelable, le Toit Vosgien est arrivé à la conclusion qu'il commençait à avoir peut-être 100-150 logements extrêmement performants et qui marchaient très bien. Et la différence avec le reste du parc existant commençait à être problématique, et ils se sont mis donc dans l'idée de rénover, dans le principe de rénover tout le parc à un niveau de performance équivalent à ce qu'ils construisaient en neuf. Donc ce qui est intéressant déjà comme démarche, c'est qu'ils n'ont jamais raisonné sur c'est quoi le maximum que j'ai droit à consommer pour avoir les subventions et que ça me coûte le moins cher à la rénovation. Ils sont bien placés dans la même logique que sur les bâtiments neufs, c'est-à-dire quel est l'optimum technico-économique pour ne plus avoir à y retourner. Et bien sûr, avec les mêmes recettes biosourcées et énergie renouvelable, il n'y avait aucune raison de faire en rénovation différemment de ce qu'ils faisaient en neuf, quoi. Voilà, donc c'est un peu l'origine je dirais de la demande. Et donc à partir de 2016, on a commencé à étudier ces rénovations. Et donc on applique, pour ceux qui connaissent la logique du bâtiment, de la rénovation Enerfit. Donc Enerfit, c'est le bâtiment passif rénové. Tout simplement, c'est quasiment les mêmes objectifs que le bâtiment passif neuf. Simplement, comme on choisit pas l'orientation, la morphologie et le type de fondation des bâtiments, eh ben dans Enerfit, le seuil de besoin de chauffage n'est pas de 15 kWh par mètre carré, mais de 25 kWh par mètre carré. Mais tout en ayant un seuil d'énergie primaire totale qui reste le même. Donc on va dire globalement,
moi, je fais pas de différence entre les bâtiments Enerfit et les bâtiments neufs passifs. Tout ça, pour moi, c'est des bâtiments passifs et qui ont moins de 120 kWh par mètre carré de besoin en énergie primaire, tout usage, c'est-à-dire compris les usages intérieurs. Donc, l'approche passive étant beaucoup plus complète que la réglementation. Enfin, la réglementation récemment s'est intéressée aux usages internes électrodomestiques, mais dans la logique passive, on l'a depuis le début. Donc, comment ça se matérialise? Là, je vous ai mis un petit schéma avant qu'on attaque les deux retours d'expérience. Donc, c'est très simplement, là c'était issu d'une des premières opérations où on voit on avait cinq bâtiments sur un îlot. Donc, la première logique, c'est donc efficacité énergétique, l'enveloppe. Donc, sur des sites, bien sûr, on est toujours en site occupé, hein, donc sur bâtiment avec les occupants, on va travailler le plus possible par l'extérieur, c'est-à-dire sans rentrer dans les logements, bien qu'on y sera amené à un moment ou à un autre, avec une enveloppe, grosso modo, des parois avec des U inférieurs à 0,15, donc vraiment l'approche passive, 300 mm d'isolant laine de bois par l'extérieur en ITE, 400 mm ouate de cellulose en comble, là on a des U qui se rapprochent plutôt de 0,1, et isolant dans les caves avec une projection de laine de laitier, parce qu'on a des caves extrêmement irrégulières. Ensuite, mise en place d'une ventilation double flux collective. On remontait des colonnes. Donc, suivant les opérations, on remonte des colonnes par l'extérieur quand on est sur des bâtiments années 50-60 où toutes les salles de bain WC donnent sur l'extérieur et il n'y a pas de colonne intérieure. Et sur les bâtiments plus récents, on essaie de réutiliser les colonnes existantes et on recrée des colonnes de distribution intérieure. Les menuiseries, alors suivant les opérations, soit les menuiseries avaient déjà été changées, on a été obligé de traiter des ébrasements et d'être moins performants, soit on change les menuiseries, auquel cas on installe des menuiseries triple vitrage systématiquement. Donc voilà pour l'enveloppe thermique et la ventilation double flux, donc qui est repassée dans tous les logements, comme des logements neufs. En termes de matériaux, donc j'ai nommé ouate de cellulose en comble, filière locale, laine de bois, ossature bois. Donc avec la chance de travailler depuis le début avec Pavatex qui est installé à Épinal, donc à 40 km et qui produit de la laine de bois à partir de bois vosgien. Et sur les premières opérations, qui étaient des opérations avec de nombreux bâtiments et de nombreux logements, des opérations de 42 logements, on avait une chaufferie biomasse, plaquette, avec évidemment de la plaquette locale, qui a été réinstallée dans un des bâtiments et on a tiré un réseau de chaleur entre les autres bâtiments. Voilà. Ça, c'était on va dire le concept de base et qui va être appliqué à la rénovation des 2500 logements du toit vosgien en les prenant en gros par ordre de priorité, c'est-à-dire les plus anciens et les plus énergivores d'abord, et on terminera par rénover ceux des années 80 dans la douleur dans quelques années. Voilà, donc je vais passer plutôt sur la première opération, donc en sachant que les principes sont toujours les mêmes. Là, je vais vous montrer, attendez, je vais essayer de passer en plein écran. Désolé, c'est un peu le bazar. Affichage, plein écran. Donc, opération de Gérardmer, presque 700 mètres d'altitude, dans les Vosges, station de ski bien connue. Donc il fait froid, c'est juste pour dire qu'il fait froid. Opération avec ascendance architecture, donc petit cabinet local, Terre Énergie, toit vosgien. Donc voilà les deux bâtiments qui se font face. En fait, c'est de chaque côté de la rue, 16 logements, 24 logements, orienté le 24 logements à la façade arrière qui est plein sud mais à contre-pente, et le 16 logements est partiellement ombré par le 24 logements. Voilà, donc des bâtiments assez tramés. On n'avait pas de balcon, c'était des portes-fenêtres avec fumoir. Voilà, ça c'est les plans d'origine. Et donc, opération, là on a tout changé. On était dans l'appel à projet Climaction. Dans la région Grand Est, on a eu un système pendant presque 10 ans d'appel à projet passif, dont le cahier des charges était exactement celui du Passive House. Donc, un bâtiment Climaction, appel à projet passif, c'est un bâtiment passif certifié. Donc là, on a changement des menuiseries. On a eu donc système avec les ossatures bois. On voit par exemple ici un détail, il y a un endroit pour passer les caissons de volets roulants par l'extérieur. On avait un affaiblissement d'isolant. On a utilisé des super isolants très ponctuellement. Alors, c'est un peu dans la présentation et pas forcément dans l'ordre. Là, on parlait un peu de système énergétique. Donc sur cette opération, là, c'est le bâtiment de 24 logements.
on avait des chauffe-eau électriques individuels et un chauffage collectif fuel ou gaz, je sais plus. Donc, bien sûr, on a la double flux collectif qui est repassé, qui est dans les combles et qui est passé sous l'isolant. Ensuite, on a mis en place une cascade de 2 pompes à chaleur de 25 kW qui produisent on est après découplage du chauffage sur les radiateurs existants, sachant qu'un radiateur classique d'un bâtiment à 250 kWh par mètre carré de besoin de chauffage, quand on le ramène à 15, ça devient un radiateur super basse température, il n'y a rien à changer, donc ça marche très bien. Et ensuite, on a une production ECS avec un bouclage, et on a réinstallé un bouclage, ça c'est toujours un petit peu compliqué, parfaitement isolé classe 6, pour aller desservir tous les logements en remplacement des ballons électriques. Voilà, donc quelques vues du système technique. La gageure de rentrer une double flux pour 24 logements dans les combles, eh ben, ça rentre au millimètre. Voilà. Les 2 pompes à chaleur de 25 kW en extérieur. Bon là, c'est un peu de plan fluide, on va pas rentrer dans les détails. C'est juste pour montrer qu'il y a quand même un boulot d'anticipation assez important pour pouvoir repasser ces fluides-là. Là, on a un carnet de détails qui montre le traitement en fait avec le mur d'origine et les différents traitements en fonction des cuisines, des salles de bain et des chambres, en sachant que on a remis des volets roulants que dans les chambres. Et surtout, comme vous le voyez ici, au sud, on a installé des balcons qui ont été fondés séparément, juste mis au déversement contre la façade. Et là, on retrouve aussi tous les détails de traitement des ponts thermiques pour repasser au-dessus des pannes sablières. Voilà, et le traitement des ponts thermiques au niveau du plancher bas des caves. À noter, à l'origine, les menuiseries sont posées en applique intérieure. On les repasse en applique extérieure, hein, ce qui est impératif en ITE. Sinon, grosso modo, pour faire simple, hein, vous mettez du triple vitrage en applique intérieure avec des traitements d'ébrasement, c'est plus mauvais qu'un double vitrage en applique extérieure. Donc là, on s'achète des belles menuiseries, on les met au bon endroit. Et c'est aussi la différence entre 25 et 15 kWh par mètre carré sur un bâtiment comme ça. Si on garde les menuiseries à l'intérieur et qu'on traite les ébrasements, on n'arrivera pas à mieux que 25 kWh par mètre carré. Si on les passe à l'extérieur et qu'on les traite parfaitement, on peut descendre sous les 15. Donc voilà quelques photos des balcons rapportés. Quelques photos de nos super rupteurs thermiques pour la fixation des balcons. En fait, c'est juste une pièce de bois. Voilà. Alors, j'allais dire la photo, elle aurait pu être prise aujourd'hui parce que là, on a pris 15 cm de neige en bas. Donc, en haut, à mon avis, ils en ont 30. Donc, voilà. C'est avec un traitement. Donc, en termes de finition, on a de l'enduit sur les façades devant, et on a sur les pignons, là où il y a le moins de menuiserie et où c'est le plus exposé, des tuiles terre cuite qui protègent bien les pignons. Donc là, on voit les deux bâtiments. Donc là, on voit le 24 ici, et ça, c'est le 16 qui est derrière le 24. Donc Vincent, il te reste 5 minutes pour le deuxième projet. Bah, c'est parfait, voilà. J'y vais directement. Super. Donc voilà, c'est garanti Passive House, donc 14,8 kWh par mètre carré, une puissance d'un peu plus de 10 watts par mètre carré, et évidemment aucune surchauffe. On est quand même à Gérardmer, on a des protections solaires partout. La nuit, il fait frais, donc là, c'est un bâtiment qui n'a pas trop de problèmes. Petit détail, on visait quand même les 0,6 N50, on a atteint que 0,7. Faut pas oublier que ce sont des bâtiments qui sont construits en agglo creux, hein, en bloc béton creux, ils tiennent que sur les enduits de plâtre en termes d'étanchéité. Il y a des cloisons qui traversent les enduits de plâtre, il y a des planchers ourdis qui sont traversés par les cloisons. Et donc, même en ayant tout traité parfaitement, en fait, c'est la porosité des matériaux qui nous empêche d'atteindre le 0,6. Mais c'est pas grave, le Passive House a prévu qu'on avait droit jusqu'à 1. Donc, tout va bien. Voilà. Deuxième projet. Attendez voir. Hop, alors, affichage, fichier, mode lecture. Putain, c'était où ça ? Mode lecture. Ok. Donc, là, on part à Raon-l'Étape. Donc, pourquoi je vais vous montrer celui-là ? C'est parce que de toute façon, je pourrais vous en montrer des dizaines. Le Toit Vosgien rénove selon le même concept
avec le même niveau de performance et avec la même famille de matériaux au sens large. C'est que celui de Raon Chavray, il y a eu déjà, c'est pas le même architecte. Ce qui est intéressant, c'est que on a le même bureau d'études, donc Terra Énergie sur toutes les opérations, et on a 4 équipes de maîtrise d'œuvre différentes, donc 4 agences d'architectes, ce qui permet aussi de nourrir des réflexions architecturales et d'optimiser les solutions. Et donc, depuis une dizaine d'années, de rôder la méthode, mais tout en ouvrant à chaque fois des améliorations et des essais sur la base du même niveau de performance. Donc là, on est sur un ensemble de 3 bâtiments à peu près de la même époque sur Raon-l'Étape. Donc là, on n'est plus en haut de la montagne, on est au pied de la montagne. Et on va être sur un traitement architectural assez différent, avec des façades intégralement bardées et des façades intégralement, par rapport aux orientations, toujours en tuiles. Particularité sur cette opération-là, c'est que bien que ça n'ait pas été décrit comme ça, alors oui, on a eu le Green Solution Award à la COP 26. Alors, tout le monde était content, mais moi aussi. Sur la mention bâtiment collectif, je crois que c'est un logement collectif. Voilà. Donc c'est un bâtiment qui esthétiquement plaît relativement bien, mais c'est pas ça encore que je voulais vous montrer. C'était surtout que avec l'entreprise, on a travaillé sur de la préfabrication. Voilà. L'autre, c'est du in situ complet. Là, c'est de la préfabrication à très forte proportion. Donc là, on voit la préparation de la façade avec la pose des gaines de ventilation. Là, on voit la préfabrication en atelier. J'allais dire, c'est du mob ossature bois assez classique, finalement. Avec le remplissage en atelier, qui a un avantage, c'est de garantir quand même une très bonne exécution. On a une couche en laine de roche qui est là pour faire la protection feu. Voilà. Et on a les morceaux de façade, donc qui sont rapportés jusqu'au pare-pluie contre latte. Et les parties qu'on voit qui sont creuses ici, c'est les parties pour recevoir la ventilation et qui vont recevoir un isolant complémentaire autour. Voilà. Alors attention, ceci n'est possible qu'à une condition. Pour faire ça à la grue, c'est qu'en fait on refaisait les toits. Donc comment on refaisait les toits? On a pu couper les chevrons, enfin couper les toits, pour avoir une façade qui est parfaitement lisse et où on peut descendre perpendiculairement. Actuellement, on est en train de travailler avec le toit vosgien sur une autre opération avec la préfabrication où on ne coupera pas le toit et on va utiliser en fait une griffe tridimensionnelle sur un Manitou pour pouvoir tout simplement contourner l'avant-toit pour venir positionner le caisson. Voilà, donc une fois que les caissons sont réalisés, posés, tout le travail de bardage et tout le travail de traitement des ébrasements qui se fait après. Donc pour un résultat qui esthétiquement est sympathique. Voilà, et en sachant que je ne rentre pas dans les détails de l'enveloppe, c'est exactement pareil que l'autre opération. Et là, la différence, c'est que c'est une opération qui est un peu plus vieille que celle de Gérardmer et on avait une chaudière biomasse de 70 kW pour 24 logements. Voilà. Bon, là, il y avait des prix d'époque. Je ne sais pas si on a vraiment le temps de regarder ça, mais aux alentours, on tourne à 450 € du mètre carré sur ces opérations-là. Voilà. Et là, un peu pour terminer, c'est un petit peu un patchwork de plein d'autres opérations réalisées toujours avec les mêmes matériaux en termes d'enveloppe, avec des finitions qui peuvent être un peu différentes. Certains archis ici qu'on travaille plus avec de l'enduit, ici avec des panneaux type panneau Trespa. Des bâtiments encore un peu plus vieux avec des monopans. On retrouve les bâtiments de Gérardmer et là un bâtiment en ITE enduit, intégralement ITE enduit. Là. Il y avait une tentative d'essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus économique, donc sur laine de bois bien sûr, sur fil de bois. Et là un autre bâtiment rénové aussi en enduit. Voilà. Donc pour ce qui est du retour d'expérience, pour présenter un peu 2 opérations, faut pas oublier qu'on est toujours en site occupé. Donc c'est vraiment la planification, l'organisation, l'anticipation de tous les problèmes. Tout doit vraiment être pensé à l'avance jusqu'au planning. Et derrière, faut bien sensibiliser les entreprises. Et il se trouve que c'est un peu le système avec le toit vosgien, c'est que au bout d'un certain nombre d'opérations, on a des entreprises qui reviennent sur chaque opération, alors qu'on trouvait ça très dur au début parce que c'est vraiment le site occupé, ça n'a vraiment rien à voir avec tout le reste, mais qui ont trouvé leur marque, trouvé leur méthode, et aujourd'hui reviennent d'opération en opération et
on peut considérer que ça commence à être bien rodé. La méthode commence à être bien rodée. Voilà. Okay. Et donc, on va te demander de parler un petit peu de solutions. Là, on a vu essentiellement de la fibre de bois, soit en caisson, en ITE, enfin en bardage, ou en bloc massif enduit. On travaille actuellement sur un nouveau projet de rénovation où on a beaucoup de problèmes de modélisation de façade, un petit peu comme le dernier qu'on voit ici, c'est-à-dire à une époque, ils ont bien aimé décaler les blocs pour faire des +5, -5 un peu dans tous les sens. Et on en a un qui est assez compliqué comme ça, et on envisage de faire un ITE à base de paille insufflée, donc un système de caissonnage, et au lieu d'insuffler de la ouate de cellulose, insuffler de la paille hachée. Bon, il y a pas, pour moi, intellectuellement, c'est pas une grande révolution, mais ça permet d'introduire la paille dans une autre application que la botte de paille, qui malheureusement se prête rarement à la rénovation par son épaisseur et sa complexité de mise en œuvre. Voilà. Merci. Moi, j'en ai fini. Merci Vincent, on va passer aux questions. Donc, je suis content que tu aies parlé de l'option paille hachée et je cite aussi le fait que vous avez de l'expérience avec de l'ITE en botte de paille, mais sur le neuf. Et oui, effectivement, c'est une contrainte quand même lourde parce que les bottes de paille basiques font 35 cm et que la filière est en train de s'organiser, la filière paille est en train de s'organiser pour proposer des bottes de 20 cm de telle façon à faciliter l'utilisation de la paille sous forme de bottes en ITE. Donc on va prendre les questions. Hop, voilà. 2 demandes. Voilà, on aura 10 minutes. 10 petites minutes. Bonjour, Sarah Viricel, architecte chez Lieu Fauve. Vous nous avez parlé des biosourcés dans les isolants. Je me posais la question du bilan global carbone matériaux avec la tuile en façade et puis avec la nature des menuiseries aussi. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire la matérialité des menuiseries également. Oui, oui, eh ben vous avez l'œil parce que j'avais scrupuleusement évité de parler des menuiseries en PVC. Voilà. Et alors, mais je vais revenir dessus. Hein, on lâche pas le morceau comme ça quand même. Par contre, pour la tuile, il n'y a pas, à mon sens, il n'y a vraiment pas de souci. Ce qu'il faut le voir, c'est la durabilité. On utilise la tuile essentiellement sur les pignons exposés. Là où avant, nos ancêtres, peut-être pas nos ancêtres, nos aïeux adoraient mettre de l'amiante. En général, c'est des pignons qui étaient déjà amiantés, hein, qu'on démonte là. Et donc, on sait qu'une tuile terre cuite en pignon comme ça, on peut viser une centaine d'années de durabilité. Donc, oui, il y a de l'énergie grise dans la tuile, mais on a de la pérennité et donc l'analyse de cycle de vie est très favorable, surtout qu'on en met aux endroits où ça nous intéresse, quoi. Et en plus, esthétiquement, ça joue aussi beaucoup dans la qualité des bâtiments. Ensuite, pour ce qui est de la menuiserie PVC, oui, quand on a changé avec du PVC. Sur les dernières opérations, on a commencé à travailler avec des produits de chez Reao qui sont en fait du co-extrudé, où le cœur en fait de la menuiserie PVC est du PVC recyclé en vrai. Alors ça, c'est en tant qu'écolo, l'histoire, le PVC c'est recyclable, très bien, mais est-ce que c'est recyclé? Pas beaucoup, voilà, voire pas du tout. Alors il se trouve que Reao, c'est un industriel allemand qui est installé en Lorraine et qui a des menuisiers, on va dire, labellisés, et qui réellement leur met à disposition des bennes pour récupérer le PVC, et il broie le PVC et il le co-extrude pour refaire des profilés neufs. C'est-à-dire qu'en fait, le PVC de récupération, il est au cœur de la menuiserie, et dans le millimètre extérieur, ils utilisent un PVC neuf avec les traitements anti-UV, quoi. Voilà. Donc, on a privilégié une entreprise assez innovante qui fait vraiment du recyclage et qui est locale en termes de fabrication et avec des menuisiers locaux. C'est aussi la logique du toit vosgien, c'est de travailler avec les entreprises locales et les matériaux locaux. Donc là, les fibres de bois, hein, je vous en ai parlé, ça vient de Pavatex à Épinal, 45 km, bois vosgien. Les bois bruts sont des bois vosgiens aussi, hein, de Syrie. La terre cuite, elle vient de l'autre côté du col des tuileries alsaciennes. Et donc, la menuiserie est fabriquée dans le nord de la Lorraine. Voilà. Et posée en local. Deuxième question. Merci.
Virginie Granger, architecte. C'est une question plutôt par rapport à l'intervention en site occupé et notamment de passer de châssis en applique intérieure à l'applique extérieure. Comment c'est géré? Parce que pour en faire, c'est très compliqué justement de regérer les habillages, etc. Est-ce qu'on est sur des logements tiroirs de courtoisie pour que ça puisse fonctionner quand même ou... Tout à fait. Alors, ça fait partie où l'avantage d'avoir fait des dizaines d'opérations, c'est que chaque archi avec nous a été de sa proposition. On a à peu près tout essayé, c'est-à-dire des habillages lambris, des habillages en médium, des habillages en plâtre, des habillages. Il y en a même qui ont essayé le PVC, mais ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas passé la sélection. Voilà. Donc aujourd'hui, le médium pré-peint, c'est plutôt pas mal. Pour gérer les habillages intérieurs, c'est à peu près là où on en est. Sur certaines opérations, on a carrément évité l'obstacle, c'est-à-dire on a juste, quand on est passé en applique extérieure, on a juste mis des petites cornières pour cacher la feuillure existante et on a repeint l'encadrement qui était l'ancien mur extérieur. Voilà, donc il y a vraiment tout qui a été essayé. Tout est plus ou moins satisfaisant. Je vous dis aujourd'hui, c'est certainement le médium pré-peint qui tient la corde, quoi. Mais finalement, avec une gêne très limitée, puisque la pose-dépose est faite assez rapidement. Ah, complètement. Puis surtout, on pose avant de déposer. Comme la feuillure intérieure fait qu'on dépose par l'intérieur et l'applique extérieure fait qu'on pose par l'extérieur, on se retrouve jamais en décapotable. Ou très peu de temps, parce qu'il y a un problème technique pour passer la menuiserie, quoi. Ok. Merci. Troisième question, une autre question? Étienne Réjean, architecte, l'atelier architecte. Juste pour reprendre sur le site occupé, quand je vois les plans de réseau et les doubles flux en particulier, comment ça s'organise Alors, j'allais dire un petit A dans la douleur. Et maintenant, il y a de la méthode pour faire passer la douleur. Non, il y a plusieurs approches, hein. Ce qui se passe, c'est qu'au début, les bâtiments qu'on avait étaient vraiment des années 50-60. Donc, on passait beaucoup par l'extérieur parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités intérieures. Maintenant, on passe de plus en plus, comme les bâtiments à partir des années 70, souvent ont des salles de bain en trame centrale. Donc, on passe de plus en plus par l'intérieur, en recarottant les dalles, en général au fond d'un placard ou au fond d'un couloir, où en fait, on se crée une zone où on va le faire. Et ensuite, on neutralise un bout de faux plafond dans une circulation centrale et on recarotte les cloisons pour remettre les gaines. Donc là, il y a une intervention dans le logement de une grosse demi-journée à une journée. Puis après, ils y retournent. En fait, le fond du problème, c'est les temps d'intervention sont pas extrêmement longs. Mais forcément, ils y retournent. En théorie, on avait calculé qu'ils devaient aller 7 ou 8 fois dans chaque logement. C'est le chauffagiste qui se prend tout. Le chauffagiste, là, il faut que ça soit quelqu'un de social parce que sinon, il s'en sortira pas, quoi. Parce il connaîtra tous les locataires par leur prénom, leurs habitudes et ainsi de suite à la fin du chantier. C'est parce que forcément c'est lui qui rentre dedans tout le temps. Donc c'est une limite. Maintenant, c'est bien rodé au toit vosgien. C'est plus vraiment indiqué comme un problème. Voilà, ça remonte plus comme un problème. Et les locataires jouent bien le jeu aussi parce que les premières opérations ayant été reçues positivement. Les gens sont contents qu'on vienne rénover leur bâtiment, quoi. Donc ils y mettent du leur, quoi. On n'a pas vraiment de problème là-dessus. C'est beaucoup plus compliqué que s'il y avait personne et que toutes les portes étaient ouvertes tout le temps, évidemment. Mais c'est pas rédhibitoire. Donc il y a plein de tabous auxquels il faut pas s'arrêter si on veut faire de la rénovation globale performante en site occupé. Faut embarquer tout le monde. Puis de toute façon, c'est comme la logique de la transition, hein. On fera pas la transition malgré certaines personnes. Il faut dire, c'est comme ça, on a décidé, on n'a pas trop le choix. Il faut le faire vite, il faut le faire bien. Donc que tout le monde y mette du sien. Alors, il y a de la place encore pour 2 questions, une là-bas et une ici. Donc dommage pour les autres, hein. Bonjour, alors Marie Flécheux, je suis architecte et doctorante au laboratoire Crater, donc plutôt sur l'action de la filière terre. J'avais une question par rapport à ce que vous êtes en train de dire sur en tout cas le travail en site occupé et avec les habitants. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, là vous avez parlé de la question du double flux et comment les appartements à l'intérieur ont été repris. Est-ce que les architectes aussi ont eu tout un travail, en tout cas d'attention à l'usage des habitants, notamment, les bailleurs sociaux, c'est quand même une question hyper importante pour eux.
notamment que je pense qu'ils doivent vraiment traiter sur les questions de réhabilitation, surtout si on apporte des matériaux bio et géosourcés dans ces projets-là, notamment pour la terre. S'il pouvait y avoir éventuellement des finitions en terre crue, on en serait ravis. Voilà, comment ça a été pris, notamment cette question-là de l'attention aux usages des habitants dans vos projets là, que vous nous avez montrés, au-delà de l'enveloppe thermique, quoi. Alors, on fait de la rénovation globale performante, on requalifie tous les communs, c'est-à-dire tous les communs sont refaits à neuf. On crée en général des porches qui a pas des porches d'entrée, là, comme on voit, on requalifie les entrées, on refait les boîtes aux lettres. On retravaille les extérieurs aussi, qui en général n'ont jamais été faits. C'est un truc de fou, c'est que tous ces logements, en général, autour, c'est des terrains vagues, quoi. Donc là, on requalifie, il y a des plantations. Donc en fait, il y a un travail vraiment d'enveloppe et de commun. Par contre, il y a eu une volonté dès le début de toucher à minima à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que les appartements, surtout aux Vosgiens où les gens restent en général longtemps, habitent là depuis longtemps, ils sont assez singularisés. Et donc, il n'y a pas eu de... C'est deux choses différentes. Ce sera au changement de locataire que les appartements sont refaits en fait au niveau intérieur. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'être le moins invasif à l'intérieur dans la mesure du possible. Et donc malheureusement, on n'a pas trop de terre au menu parce que on fait de la thermique surtout là. Voilà. Et une dernière question. Coralie Coutelec, architecte. Je me posais la question de l'entretien-maintenance des réseaux noyés en façade et également de l'étanchéité à l'air quand on traverse le mur d'origine. Complètement. Donc c'est deux questions qui nous ont traumatisés au début, ce qui fait que jusqu'il n'y a pas très longtemps, on faisait du test d'étanchéité à l'air de réseau à 100%. Et en fait, on avait demandé une classe B minimum, on atteignait assez souvent une classe C. Donc ça, c'est relativement bien maîtrisé, et y compris l'étanchéité en façade. Donc dans les fuites détectées sur les bâtiments, on n'a pas atteint les 0,6, mais on était à 0,7. On a trouvé tous les problèmes de raccord bâti d'origine. Donc je parle au niveau des plâtres, des cloisons, des plâtres et des planchers, mais jamais au niveau des ventilations. Donc ça se gère relativement bien. Mais il faut tout anticiper, tout définir, tout traiter et tout suivre. Merci beaucoup Vincent de cette présentation assez complémentaire avec les précédentes. Donc on voit qu'un bailleur social, je dirais, c'est plutôt plus facile qu'une copro par rapport à la gestion. Et quand le maître d'ouvrage est partant et a compris la pertinence de faire un bon chèque, mais une fois pour toutes, il peut ambitionner des performances très très élevées. En tout cas, merci beaucoup Vincent et à une prochaine. Avec plaisir. Ciao. Ah oui, l'entretien maintenance. Excuse-moi. Donc, la deuxième question sur l'entretien maintenance. Alors, entretien maintenance, l'avantage de la double flux, c'est que comme on a les filtres, en amont, on n'encrasse pas beaucoup les réseaux au soufflage. À la reprise, on a aussi des vitesses suffisantes pour qu'il n'y ait pas de sédimentation. Les réseaux, finalement, sont relativement courts, contrairement à ce que... contrairement, non, ils sont quand même assez courts. C'est pas, on les voit filer en façade, mais après ils sont récupérés, et ils tombent sur la centrale. Non, on n'a pas plus de problèmes que ça. J'irai pas plus qu'en neuf, quoi. Merci pour cette deuxième partie de questions que j'avais mangée. À bientôt. Venez dans les Vosges, c'est bien. Il y a de la neige. Voilà. Il fait froid en hiver et chaud en été. Bonne journée.